J'ai le grand plaisir, moi Jean-Philippe Cacatonnet, de présenter André Grimaldi. Un mot qui va être bref parce que je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Il est endocrinologue, diabétologue. À ce titre, il est chef de service du service de diabétologie de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. C'est donc un praticien, mais c'est aussi un théoricien qui a écrit de nombreux ouvrages, en particulier sur l'hôpital public, la défense de l'hôpital public. Je dirais que le théoricien et le praticien se rencontrent en tant que militants pour cette cause, et avec, je pense, de gros succès. C'est toujours d'actualité. J'ai en mémoire, lors de, je ne sais plus quel entretien téléphonique ou je veux dire radiophonique ou télévisuel, le fait qu'il avait très bien montré quel était l'enjeu à propos de cette aberration qui est l'hôpital entreprise, en montrant que dans son service, s'il faisait son travail de prévention, absolument indispensable en matière de prévention du diabète, il était en difficulté financière. En revanche, si les maux évoluaient au risque d'entraîner une amputation, c'était très intéressant pour la gestion hospitalière. Et je pense que si je cite cet exemple-là, c'est que j'en ai fait part à des administrateurs des différents ministères de la Santé qui semblerait ont été intéressés. Et ça a donné des suites parce que cette réforme, ce qu'on appelle la tarification à l'acte, est aujourd'hui remise en cause. Et je pense que André Grimaldi n'est pas pour rien. Ouais, j'avais dit que je serais bref, tout simplement pour ne pas oublier de vous dire que ce dont il va nous parler là aujourd'hui fait partie de ses derniers ouvrages. Le tout dernier, je crois, j'ai noté, c'est Votre santé au futur, mais le précédent intéressait justement notre propos d'aujourd'hui, à savoir exactement, vous le savez, les maladies chroniques. Il avait ajouté à ce moment-là vers une troisième médecine, on lui demandera ce qu'il entend par là. Et puis tout dernier, je le cite, s'appelle « Votre santé du futur ». Alors aujourd'hui, je prends le programme et je lis ce que vous savez, à savoir les maladies chroniques. Le sous-titre, cette fois, pour aujourd'hui, ce sera « Réflexion sur la non-observance ». André, c'est à vous, si vous êtes prêts. Oui. La technique, je veux bien. Presque. Ça y est. Bon, alors, mon grand sujet, donc j'ai été présenté, merci de l'invitation. Donc j'ai consacré ma vie aux maladies chroniques. Et peut-être un des sujets principaux, en tout cas l'OMS le dit en 2003, s'il y avait un progrès sur l'observance des maladies chroniques, ce serait plus important qu'une nouvelle classe thérapeutique qui ne guérit pas. Alors, c'est un problème majeur qui relève d'un malentendu qu'il faut lever. Lorsque ce malentendu est levé, l'inobservance devient un défi à la raison. Et si on a un peu le temps, j'aborderai comment on peut l'améliorer parce que j'ai appelé l'humanité partagée. Alors, c'est un problème majeur. Voici quelques exemples d'études. Les statines, avant la grande polémique, c'est un progrès de la médecine considérable. Chez les patients qui ont déjà fait un infarctus, en moyenne, c'est 2 ans de gain de vie pour des effets secondaires très inférieurs à ceux de l'aspirine. Néanmoins, dans la première étude qui démontre en prévention primaire, c'est-à-dire chez les gens qui n'ont pas fait d'infarctus, qui sont des hommes, des Écossais, qui démontrent un bénéfice en termes de mortalité cardiovasculaire, l'étude WOSCOP, ces hommes vont être suivis, ils sont volontaires, ils ne sont pas malades, ils participent à cette étude, ils sont suivis après la fin de l'étude, et dans le New England, on publie 5 ans après, seuls 37% continuent à prendre un traitement. Chez les patients à risque, diabétiques, même histoire. Les statines ont démontré leurs bénéfices en termes de prévention cardiovasculaire, et bien, 10 ans après, moins de 50%. Une étude française rapide sur... Ah non, ça c'est d'autres données intéressantes.
entre 2005 et 2015, aux USA, 40 nouveaux antidiabétiques oraux ont été mis sur le marché. Dans le même temps, les grandes études épidémiologiques montrent que l'équilibre du diabète n'a pas été modifié. Atteignent l'objectif, 50% de la population diabétique, et pour ceux qui bénéficient de Medicaid, c'est la population pauvre, 30%. Et ça n'a pas bougé. Une étude française sur 6 affections chroniques, hypertension, ostéoporose, hypercholestérolémie, diabète de type 2, asthme, montre une observance jugée. Alors on juge l'observance par l'achat des comprimés. Si vous achetez plus de 80% de ce qui est prescrit, on dit que vous êtes observant. Bon, c'est évidemment un peu absurde, à 79% vous ne l'êtes pas, à 80% vous l'êtes, mais c'est le critère validé internationalement. Eh bien, la moyenne est de 40% d'observance. Dans l'asthme, les patients dans cette étude, qui était quand même 170 000 patients, ne sont observants que pour 13% pour le traitement de fond de l'asthme. Autrement dit, les asthmatiques soignent leur crise, mais ne prennent pas le traitement de fond. Et pour le diabète de type 2, c'était 37%. Alors la réalité, c'est que ça varie d'une étude à l'autre. Ça peut aller de 30% à 80% selon les études. La moyenne, c'est 50%. Donc en gros, quand on prend comme critère l'achat de 80% de ce qui est prescrit, en moyenne, dans les maladies chroniques, on trouve 50%. Alors, il y a des évidences, mais que beaucoup de médecins, notamment ceux qui sont dans le modèle de la maladie aiguë, oublient, ne connaissent pas. Ben, on observe mieux ce qu'on a compris. Ça suppose d'avoir expliqué, d'avoir vérifié que l'on avait compris. Ce dont on est convaincu de l'importance, c'est évident. Ce qui est facile, ritualisé. Ce qui marche. C'est évident que si vous prenez un antihypertenseur, vous allez chez votre médecin, il trouve votre tension n'a pas baissé, il vous regarde de travers, si entendu vous ne l'avez pas pris, évidemment, vous dites que j'arrête de le prendre. Bon. Ce qui soulage rapidement, ça c'est un point majeur. Pas de symptômes égale pas d'observance. Donc ça, dans le diabète de type 2, qui est la maladie du silence, ça on connaît ça parfaitement. Donc voilà, si tous les diabétiques, quand ils ont 1,80 g de glycémie, avaient un prurite intense, ils seraient tous bien équilibrés. Ce qui n'a pas ou peu d'effets secondaires, évident. Ce qui est gratuit, contrairement à ce qu'on pense en France, au moins dans les maladies graves évolutives. Il y a une remarquable étude dans le post-infarctus publiée dans le New England qui montre que la gratuité des 4 médicaments indispensables améliore l'observance, c'est une étude randomisée, et en conséquence, moins de récidives d'accidents cardiovasculaires sévères. Donc ça coûte moins cher à l'assureur. C'est une étude financée par un assureur américain qui montre que la gratuité est moins chère. Alors, au point de vue prix, ce n'était pas significatif, mais les événements, c'était significatif. Bien, on observe mieux ce qu'on se procure facilement, ce qu'on vous rappelle, à condition que ça ne vous agace pas, ce que prescrit quelqu'un à qui on a confiance. Alors ça, c'est un problème majeur, parce qu'arrive le professeur Even, qui vous dit qu'on vous tue avec les statines, à qui faire confiance aujourd'hui, d'autant que les médecins adorent dire du mal de leurs confrères, donc ça crée un vrai problème, je ne sais plus à qui me fier. Et surtout, ce qu'on décide soi-même. Ça, c'est le point fondamental que m'a appris une malade. Je vois une patiente diabétique qui est arrivée au stade des complications les plus graves. Elle était greffée rein-pancréas. Elle fait un rejet de greffe, traitée en urgence. Elle récupère sa fonction rénale. Et la voilà avec des glycémies à 2 grammes. Elle, c'est une vieille diabétique, elle connaît bien le traitement. Elle reprend aussitôt ses contrôles glycémiques en se piquant le bout du doigt. Et elle fait des injections d'insuline. Le transplanteur lui dit « Madame, vous êtes une anxieuse. Vous ne ferez que 3 contrôles par semaine et vous ne ferez de l'insuline que si vous avez plus de 2 grammes. » Parce que pour lui, si elle fait de l'insuline, c'est l'échec de la greffe. Si elle ne fait pas d'insuline, c'est le succès de la greffe. Pas la même classe. Donc je la vois en consultation, elle me montre son carnet, pas d'insuline, 3 glycémies par semaine. Puis elle plonge la main dans son sac et dit « Maintenant, si vous voulez voir l'autre carnet, 6 contrôles par jour et insuline. » Donc cette malade n'était pas observante, elle était auto-observante et elle avait raison. Et quand on voit la grande différence entre l'observance des études randomisées contrôlées, où les patients sont volontaires pour participer à une étude, et ensuite, quand les mêmes médicaments sont donnés en vraie vie, où l'observance s'effondre, la différence elle est simple, c'est que dans un cas, il y a des malades volontaires pour participer à une étude, et dans l'autre cas, il y a des malades qui sont volontaires de rien du tout, à qui on prescrit un médicament. Donc ce point est essentiel, hein, et c'est là le malentendu. L'observance, évidemment, en médecine, n'a rien à voir dans la maladie chronique avec l'observance d'une religion. Vous appliquez des règles que vous ne discutez pas, ni l'observance dans l'armée. Vous appliquez des ordres que vous ne discutez pas en temps de guerre, vous êtes fusillé. Donc là, il s'agit d'auto-observance. Hein.
d'abord, quand on parle d'inertie thérapeutique, concept qui a été très popularisé, notamment par l'industrie pharmaceutique, on ne pourrait parler d'inertie thérapeutique, c'est-à-dire que le médecin n'est pas assez interventionnel, n'intensifie pas le traitement, que s'il y a observance du patient. Et que s'il y a observance du patient, parce qu'il s'agit d'une auto-observance, il a dit qu'il était d'accord. Autrement, ce concept est inepte. Alors la différence est claire, je passe. Alors ça, du coup, se développe l'idée du concept de codécision. Hein, la coprescription doit remplacer la prescription. Alors le merveilleux, c'est-à-dire le malade dit « j'ai bien compris, je suis d'accord, je vais faire ». D'ailleurs, beaucoup dans les maladies chroniques, des patients arrivent avec un petit papier sur lequel ils ont eux-mêmes rédigé ce dont ils ont besoin, et ils disent « docteur, j'ai mis ça pour que vous gagniez du temps, vous n'avez plus qu'à recopier ». Et des fois, il en manque un. Il dit « mais non, celui-là, il m'en reste ». Alors s'il en reste, c'est qu'il ne prend pas. Bon, donc voilà. Donc la décision médicale partagée, qui est un concept qui est très développé. Alors pour moi, le meilleur exemple de décision médicale partagée est celle que rapporte le neurologue américain Oliver Sacks dans son livre, je pense que certains d'entre vous l'ont lu, merveilleux, L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Et il raconte le cas de Monsieur Ray. Monsieur Ray a une maladie de Gilles de la Tourette. Gilles de la Tourette, neurologue de la Salpêtrière. On parle encore récemment. Donc, vous savez, c'est une maladie des tics, qui ont des tics permanents, et qui sont souvent agressifs, vulgaires, insupportables pour leurs collègues de travail comme pour leur famille, mais qui ont une particularité, un don pour la musique. Et Monsieur Ray était un batteur de jazz génial, qui faisait des improvisations absolument merveilleuses. Il rencontre donc le neurologue, Oliver Sacks, qui le met sous traitement, sous neuroleptique, l'aldol, et voilà que M. Ray devient un collaborateur agréable, qui a des promotions dans sa carrière, un mari tout à fait délicieux, un père aimé de ses enfants, mais du coup, un batteur de jazz très bon, enfin, qui n'a plus les fulgurances d'avant. Et alors, ils vont discuter ensemble et prendre une décision, une co-décision. M. Ray, désormais, prendra l'aldol du lundi au vendredi, et le samedi et dimanche ne prendra plus son traitement, et il reviendra Ray, Gilles de la Tourette, batteur de jazz génial. Voilà une co-décision. Alors si on parlait d'inertie thérapeutique, on dirait que Sacks, le malade n'a pas acheté 80% de ses médicaments, il n'est pas dans les règles de prescription. Ce qui faisait dire à Marcel Franciscan, c'est un artisanat et pas seulement une science, bien qu'il ait prouvé scientifiquement que l'aldol est le traitement de cette maladie. Alors, l'auto-inobservance, nous voilà, là nous avons levé le malentendu sur l'observance. Ce malentendu a des conséquences. Parce que le mot observance est rejeté par les associations de patients et rejeté, hélas, par tous les médecins et les professionnels de santé qui se rendent dans l'éducation thérapeutique. Qui trouvent que ce mot est agressif, qu'on peut en parler, qu'au mieux on peut dire adhérence, adhésion, ça c'est caoutchouteux, c'est dans l'air du temps, mais ça ne pose pas les contradictions et ne met pas le doigt sur la plaie. Donc nous voilà sur le sujet. Il sait faire, il est d'accord pour faire, ou il dit qu'il est d'accord pour faire, mais en pratique, il ne fait pas. Ou il fait qu'à moitié, ou il fait ça, mais pas ça. Alors, si on pense que l'éducation thérapeutique du patient consiste, en quelque sorte, de manière idéale, à transformer le patient en son propre médecin, alors on a un modèle. On a le modèle des médecins compétents, bons médecins, eux-mêmes malades. Puisque c'est ça qu'on veut faire pour les patients. Alors regardons comment se soignent, non pas les médecins en général, mais certains médecins reconnus comme très bons lorsqu'ils sont malades. Et en raison de ma longue expérience, qui est un avantage et un inconvénient, comme chacun sait, j'ai soigné beaucoup de collègues. Et parfois, j'étais très surpris. J'ai enseigné le diabète aux internes de médecine générale pendant 10 ans avec un médecin généraliste, enseignant. Il arrive à l'âge de la retraite, il vient me voir en consultation, il a 3 grammes de glycémie, il me dit « je ne prends aucun médicament, je ne crois pas que c'est efficace ». J'étais absolument consterné parce que pendant 10 ans, c'est pas ça du tout qu'on avait dit ensemble. Un de nos collègues, professeur de radiologie à Sciences Publiques, rentre dans le service pour malperformance plantaire, une complication grave, chronique de la neuropathie diabétique. Il me dit « ah ben non, je ne suis pas diabétique ». « Ah ben non ». Peut-être, il y a 10 ans, on m'a dit une petite tendance, etc. Donc, je fais vérifier son examen du fond d'œil au lit avant qu'il aille en salle d'opération, une rétinopathie diabétique proliférante nécessitant du laser en urgence. Il avait oublié qu'il était diabétique.
Chirurgien vasculaire de mon grand hôpital, très connu, qui a ponté des diabétiques, qui a amputé des diabétiques, qui est tout à fait remarquable, qui est lui-même triple ponté coronarien, ne prend aucun médicament, mais adressé pour rétinopathie diabétique, rentre dans mon bureau, lève les mains en l'air, dit je me rends. Un neurologue de la Pitié-Salpêtrière me dit qu'il fait des injections d'insuline. Je lui dis tu en parles facilement, ton diabète oh ben non, j'en parle pas aux enfants. Je lui dis que je m'injecte des vitamines. Je lui dis mais tu te rends compte, tes gosses vont à l'école et ils vont dire papa s'injecte des vitamines tous les matins. Bon. Le comble du comble. La liste n'est pas exhaustive, hein, je pourrais continuer. Une ophtalmo-diabéto. C'est-à-dire, à l'époque où il existait des cabines d'ophtalmologie dans les services de diabétologie, qui passaient son temps à faire des angiographies rétiniennes pour voir la rétine des patients, à faire du traitement par laser, pendant que son rein à elle se détruisait à cause du diabète, jusqu'à être greffé à un pancréas. Et enfin, le comble, notre maître à tous, le grand interniste, vient me voir à l'âge de la retraite, et il me dit, tu vois, je suis diabétique, à mon âge, j'ai pas de lunettes, c'est pas la peine que je fasse le fond d'œil. Je me dis, mais si un étudiant lui dit ça, il le colle tout de suite. Comment il peut me dire ça? Il était lui-même l'élève d'un patron aveugle à cause du diabète. Bon. Donc voilà, de ça, j'ai tiré moi 3 conclusions que j'enseigne. 1, la connaissance est indispensable, elle n'est jamais suffisante. 2, chaque médecin qui est face à un malade non observant devrait se dire, il n'est pas sûr que si j'étais à sa place, je ferais mieux que lui. Mais ça, c'est désespérant si on n'ajoute pas le 3, mais je suis convaincu qu'à nous 2, on peut faire mieux. Alors, la grande question qui est quand même à trébucher, mais vous allez dire, bon, pourquoi tu as mis tant de temps? Franchement, tu as une neurone qui marche mal. Comment on explique ça? Comment on explique que c'est des gens parfaitement rationnels, vous vous confiez à eux, aucun là-dedans n'a une maladie mentale? Bon. Comment on explique ça? Qu'est-ce qui explique ça? L'explication habituelle, quelle est la parole habituelle des soignants? C'est de répéter aux gens la rationalité, vous prenez des risques pour votre santé, je te le redis, mais un médecin ne voulait pas lui dire ça. Ou à mon collègue, je ne vais pas lui dire, tu le risques, il sait tout. Je ne vais pas lui dire ça. Bon. Et bien on dit après, les soignants disent ça, il n'est pas motivé, voire il a un comportement suicidaire. C'est l'inverse, la vérité est l'inverse. C'est-à-dire que l'être humain est l'unité d'une dualité, c'est un être rationnel qui tend à l'universel, et l'évidence de la médecine, c'est-à-dire le côté, non pas la médecine est une science, mais la médecine s'appuie sur la science, eh bien elle produit des normes universelles. L'ensemble des diabétologues du monde entier disent, pour être bien équilibré, il faut une hémoglobine 1C, c'est-à-dire une moyenne glycémique au-dessous de 7%, au-dessus de 8%, c'est pas bien. Alors nous, on se régale des différences entre les uns et les autres, mais enfin, la vérité, c'est que ça tend à l'universel. Par contre, c'est aussi un être d'émotion à l'irréductible singularité qui, lui, n'est pas réglé par la raison, mais réglé par la loi de l'homéostasie émotionnelle. Moi, celui qui m'a appris ça, c'est Philippe Jamet, psychiatre, qui a consacré sa vie à l'anorexie mentale, hein, et qui a écrit un livre, un article, qui fait « Se détruire pour exister, un paradoxe très humain ». Voilà. Donc l'homéostasie émotionnelle, c'est quoi? C'est quoi cette loi? Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? Elle dit que si les besoins primaires sont assurés, absence de faim, absence de soif, pas de douleur, sentiment de sécurité. Vous n'êtes pas quelqu'un qui vient d'être opéré et qui ne pense seulement à ne pas souffrir. Est-ce que le petit déjeuner, j'ai pas de nausée, un rayon de soleil, c'est bien. Vous n'êtes pas un boat people qui vit en survie. À ce moment-là, l'être humain, dans ses comportements, donne la priorité à l'homéostasie émotionnelle, ne pas se déprimer, ne pas être paralysé par l'angoisse, quitte à prendre des risques à terme, à moyen terme ou à court terme, pour sa santé, pour sa vie. Donc c'est au contraire connaître la joie de vivre comme moteur principal, quitte à avoir des comportements qu'on jugera totalement irrationnels et dangereux. Alors, ça, je passe. Or, le problème, c'est que la maladie chronique frappe toujours 2 fois. Une fois dans le réel, une fois dans la représentation du réel. Lorsque nous annonçons à un patient qu'il est diabétique, nous ne lui disons pas seulement « votre pancréas ne sécrète plus assez d'insuline, il est fatigué » ou « votre insuline a du mal à agir parce que le muscle est infiltré de graisse, le foie est infiltré de graisse ». Nous lui donnons 3 ruptures dans sa vie, nous lui annonçons 3 ruptures dans sa vie.
Premièrement, ça ne sera jamais plus comme avant. Et ça nécessite un travail de deuil. Et ça n'échappe pas aux lois du deuil. Hein. C'est-à-dire notamment un deuil non fait rend un nouveau deuil très difficile. Hein. Je me rappelle d'un patient que je vois en consultation, j'étais jeune, je sortais de chez Marcel Franciscan, j'étais jeune, et le patient a cette phrase, il me dit « S'il vous plaît, docteur, pouvez-vous ne pas me dire que je n'accepte pas ma maladie ?» On lui répétait ça sans arrêt partout. Et 10 minutes après, j'apprenais qu'il avait un fils unique et qu'il l'avait trouvé pendu. Donc cet homme disait une chose simple, vous me demandez un travail de deuil, j'en ai un autre, que je ne peux pas faire, que je ne veux pas faire. Alors s'il vous plaît, gardez vos propos sur, vous prenez des risques pour votre santé, il faut tourner la page, etc. etc. Bon. Deuxièmement, désormais, vous serez différent des autres. Et donc avec un problème sur l'identité. Et des malades qui refusent, comme mon chirurgien, je suis un chirurgien, je ne suis pas un diabétique. Moi, je peux mourir en salle d'op à 3 h du matin en train d'opérer une aorte, mais prendre des comprimés, faire un régime, comporter un petit vieux, c'est pas pour moi. Bon. Donc un problème de remaniement de l'identité. Vivre avec la maladie, c'est différent, et pourtant je suis toujours le même. Et il vous faudra adopter de nouveaux comportements, d'où un travail d'adaptation. Et d'où la difficulté d'ailleurs des médecins d'aller demander de l'aide pour changer les comportements et d'aller dire à un collègue je fais n'importe quoi. Alors, d'accord, bon, on va accélérer. L'aptitude à faire face va dépendre évidemment du style de personnalité. Et ce style de personnalité, il est construit par la génétique, on ne sait pas grand-chose, par l'empreinte parentale, par l'éducation, par le type d'attachement sécure ou insécure, par l'éducation, la culture, les événements de vie. Ça va dépendre du rapport au temps. Il y a des malades qui se projettent, qui ont des projets, et puis il y a ceux qui vivent dans l'instant. L'existence de projets de vie, la capacité à donner du sens, le sentiment de maîtrise et l'idée d'un soutien social. L'être humain ne peut pas vivre s'il n'y a pas au moins une personne qui tient à lui. D'où l'importance pour les soignants de ne pas être indifférents à leurs malades, contrairement à ce qu'on nous apprend. Vous ne devez pas démontrer votre émotion, c'est pas vrai. Autre chose est dans la confusion des sentiments, mais pouvoir écrire à un malade pour dire je ne vous ai pas vu, je m'inquiète pour votre santé, bon, c'est un pas décisif. Il s'intéresse à moi. Il n'est pas un indifférent. Alors, donc, le patient à qui on annonce une maladie chronique va donc subir un traumatisme psychologique, qui est variable selon la maladie, évidemment, selon son âge, selon le traitement, mais il va mettre en œuvre des mécanismes de défense pour maintenir son homéostasie émotionnelle. Chacun d'entre nous fait ça. La première, c'est le déni. Vous savez, mon radiologue qui avait oublié que c'était diabétique, refoulé dans l'inconscient. Ça peut être le refus, la délégation, le chirurgien. J'ai refusé la maladie, j'ai perdu le combat, je me rends. Ça peut être la médiation, la méthode Coué, c'est plus grave. Le grand interniste, optimiste, génial, oh André, il y a plus grave. Bon. Ça peut être la pensée magique. D'où le recours à toutes les patamédecines, pour reprendre l'expression de Marcel Francis. Hein. Et plus la médecine scientifique, plus il y aura des patients, parce que c'est ça qui est le paradoxe. Plus notre médecine devient scientifique, plus la patamédecine a de succès. Hein. Ça peut être le clivage. Le collègue neurologue qui disait à ses enfants qu'il faisait des vitamines. Il a un diabétique clandestin. Combien parmi les hommes politiques de diabétiques clandestins, hein. Les conduites compensatoires, l'hyperactivité, créativité, donc ça c'est parfait, mais ça peut être aussi conduite à risque. Hein. La mort m'a frôlé de son aile, eh bien on va voir. Et j'en rajoute. Les addictions. Hein. J'ai une maladie chronique, eh bien je me fais plaisir. Et puis si j'ai une prédisposition génétique, je continue, et à la fin c'est une addiction. Et dans le diabète de type 2, dans le diabète de type 1, une des addictions majeures, ce sont ces jeunes femmes qui manipulent leur insuline pour rester minces. Vous faites des demi-doses, vous sautez des doses, vous mettez le sucre dans les urines, vous perdez des calories, et vous avez le poids que vous souhaitez. Avec des taux de diabète très déséquilibrés, et à la fin, une greffe un pancréas. Et à une malade qui faisait ça, alors qu'elle avait été amputée d'une jambe, amputée de 2 jambes, greffée du rein de son père qu'elle avait rejeté, n'ayant pas pu avoir d'enfant, évidemment, ayant adopté une petite fille, dans un bon milieu social, à qui je disais, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous continuez à faire ça? Pour plaire à qui? Et elle me répondait, docteur, je sais que c'est stupide, mais c'est plus fort que moi. Je suis tellement mal quand mes joues gonflent, quand je prends 1 kilo, etc. Enfin, le profil de l'anorexie mentale. C'est plus fort que moi, c'est le profil de l'addiction. Donc les addictions sont 2 fois plus fréquentes. Alors, on sait que dans la maladie chronique, la dépression est 2 fois plus fréquente que la population générale, à âge égal, à statut social égal, etc. Ce qu'on ne sait pas,
c'est combien de personnes mettent en œuvre des mécanismes de défense dangereux pour leur santé pour éviter la dépression. Donc c'est pas du tout suicidaire, c'est au contraire, je suis tellement mal si. Je me rappelle d'un malade qui avait rien fait, souvenir à ses consultations très sympathiques. Je l'avais connu parce qu'il s'était mis un bout de verre dans le pied à cause de sa neuropathie, et puis il a tout dévalé. Pied de Charcot, amputation, etc. Et j'étais jeune à l'époque, j'ai mis du temps, je lui ai dit, mais écoutez, depuis le temps qu'on se connaît, pourquoi n'avez-vous rien fait? Et là aussi, sa réponse lumineuse. Il me dit, écoutez docteur, si je vous avais écouté, j'aurais été totalement déprimé, alors que regardez les tuiles qui me tombent dessus, j'ai encore le moral. Voilà. Alors le problème c'est, est-ce que ces mécanismes de défense qui sont transitoires, que nous avons tous, sont plastiques, vont être surmontés, ou est-ce qu'ils vont se chroniciser et devenir une deuxième maladie? À ce moment-là, le malade est malade et il est malade d'être malade. Et on ne pourra guérir la première maladie, ou la soigner, je veux dire, que si on sort de cette deuxième maladie. Pour sortir de cette deuxième maladie, il faut, que le malade en prenne conscience et déjoue les ruses de la raison, parce que nous tous, quand nous faisons quelque chose de déraisonnable, nous trouvons toujours de bonnes raisons pour faire cela. 2, qu'il accepte d'en parler, car comme dit Camus, non, ça c'est Paul Valéry, l'homme seul est toujours en mauvaise compagnie. Camus, c'est parler répare. Mais en parler, à qui et pourquoi? Et évidemment, parce que parler peut faire souffrir, peut seulement réveiller la plaie. C'est parler pour remanier, c'est parler pour prendre distance, c'est parler pour intégrer. Alors, comment aider le patient à améliorer son observance? Alors, un mot sur... Je dois terminer? Non, ça va? Un mot sur la motivation. Il s'agit évidemment, derrière tout ça, de changer des comportements, donc d'avoir une motivation. Alors, dans motivation, vous savez que motivation, ça vient de motérer, c'est-à-dire mouvement, donc ça donne l'idée d'effort, mais c'est la même racine qu'émotion. Donc, effort et émotion sont très liés à cette question de motivation. Et il y a une notion fondamentale que... Alors, j'ai d'abord dire un truc quand même, je veux dire, important, avant de dire ça. Parce qu'avant de motiver les patients, au moins ne pas les démotiver, parce que ça, les médecins savent très bien faire. Ça, nous avons beaucoup de mal à aider les patients à se motiver, mais par contre, pour les démotiver, nous sommes très champions. Alors, il y a les contre-attitudes médicales anciennes, qui relèvent du paternalisme autoritaire. Infantiliser le malade, dramatiser. Si vous continuez... bon, il y avait comme ça une affiche pour les généralistes, il y avait marqué on peut prévenir le diabète, on peut prévenir les complications, en tout cas on vous aura prévenu. Donc voilà, infantiliser, dramatiser, banaliser les deux. Je vous demande pas grand-chose, remplacer la sauce bolognaise par machin, supprimer le saucisson, sinon aveugle et cujac. Évidemment là, la relation est verrouillée, jugée. Je me rappelle d'un patron qui disait à une patiente qui était enseignante, Madame l'enseignante, pour le diabète, vous n'avez pas la moyenne. Sans pleine visite devant tout le monde. Bon, jugé, rejeté, c'est le modèle ancien. Bon, c'est facile, tout le monde dénonce ce modèle, du paternalisme autoritaire. Mais qui avait une fonction, parce que c'était quand même, je me comporte en père. C'est-à-dire qu'il y avait derrière une émotion. C'est-à-dire l'idée de votre bien. Les contre-attitudes modernes, c'est le relativisme individualisme. C'est j'affirme mon indifférence. Vous changerez, vous ne changerez pas, moi ça ne changera pas ma vie. Ça, c'est la version moderne. Je vous informe. Après, c'est vous qui faites. Ça peut être confondre le doute scientifique avec l'absence de toute conviction. Oui, les statines, une action pour une action contre moi, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Ben, nous avons des collègues généralistes qui disent que soigner le diabète, c'est pas prouvé que c'est efficace. Et qui enseignent ça. Parce qu'on n'a pas le niveau de preuve maximum dans le diabète de type 2, contrairement au diabète de type 1, il n'est pas sûr que baisser la glycémie, c'est bon. Le niveau de preuve n'est pas suffisant. Donc vous mettez un espèce de pseudo-doute scientifique qui accompagne le doute général qui est dans la population. Et puis ça peut être enfin le must du must, accompagner des comportements au nom du respect de l'autonomie. Alors nous vient l'individualisme, qui est une pathologie de l'autonomie, hein, qui est le patient fait n'importe quoi, mais je l'accompagne. Alors j'ai eu un collègue très connu, suisse, qui m'explique qu'il suivait un patient bouddhiste qui soignait son diabète par la méditation. Et puis un jour, à la fin des fins, il dit c'était très intéressant, il m'apprenait beaucoup de choses, etc., parfait. Et il a terminé en réanimation, les collègues l'ont appelé, ils disent le malade que tu traites par méditation est dans le coma. Bon. Donc là, il y a aussi ce comportement au nom de l'autonomie du patient.
alors que la maladie a brisé en partie l'autonomie du patient et qu'il peut lui permettre de la récupérer. Donc là, c'est des attitudes modernes, des contre-attitudes modernes qui sont aujourd'hui dangereuses. Alors, le problème clé, c'est qu'il y a deux motivations. Il y a la motivation qu'on appelle extrinsèque, c'est-à-dire vous faites un effort qui vous est totalement désagréable, aucun plaisir, mais pour un bénéfice secondaire. Ça me permettra de partir en vacances, ça me permettra d'acheter quelque chose dont j'ai envie, etc. Puis il y a une motivation intrinsèque qui, là encore, est toujours un effort, mais qui en soi a du sens, a une valeur, vous fait plaisir. On peut dire, certains vont leur dire faire de l'activité physique parce que c'est bon pour la santé, mais ils ont horreur de ça. Puis d'autres, vous les voyez, les joggeurs du matin à 6h du matin dans le train à Paris, visiblement, ils y ont du plaisir. Bon, c'est un effort, ils ont du plaisir. Moi, je ne fais pas. Bon. Donc il y a motivation. Alors évidemment, l'être humain est un être bien plus complexe que ça. On est capable d'intérioriser une motivation extrinsèque. L'argent, pour nous tous en général, c'est l'outil d'une motivation extrinsèque. Ça nous permettra de faire quelque chose, d'acheter quelque chose. Mais pour un avare, c'est du bonheur à l'état pur. C'est du concentré d'amour. Bon. Donc, vous pouvez... voilà, on peut jouer avec ça. On commençait par jouer. Au début, ça vous offre. Et puis après, vous prenez au jeu. Et puis ça devient un plaisir. J'avais un malade comme ça qui mesurait tous les jours sa glycémie, âgé, qui était dans la mode, et était strictement normal. Et il se piquait le bout du doigt. Et je lui disais, mais pourquoi vous faites ça pour le plaisir de voir que c'est normal. Et il a eu un petit sourire qui était... Oui, je commence la journée du bon pied. Quoi. Voilà, donc il mesurait pour le plaisir. Bon, donc, alors, voilà quelques exemples, puis je vais en terminer, de motivation extrinsèque puissante. Je vois un pilote d'avion d'Air France. Il a eu suspension immédiate de sa licence de vol, parce qu'il avait un diabète pas suffisamment bien équilibré, avec un traitement régime et metformine, c'est-à-dire qu'il n'a pas de risque d'hypoglycémie, il peut être pilote. Moi, je l'avais, le temps qu'il prenne rendez-vous, il avait tout fait, il avait un diabète parfait. Et moi, je n'avais rien fait. Bon, ben, sa motivation, il venait chercher un certificat pour avoir sa licence de vol. Bon. Une de ces malades dont je vous parlais, qui manipule son insuline pour rester mince, avec ce qu'on appelle l'hémoglobine 1C, l'équipe du diabète très déséquilibré, 14% d'hémoglobine 1C. Je la vois en consultation, un jour, alors j'avais tout essayé avec elle, on avait parlé, bon, rien ne marchait. Et je la vois un jour, 5,9. Alors pour un diabétologue, c'est vexant parce que moi, je n'avais rien fait. Elle était parfaitement, donc c'était normal, parfaitement équilibré, même mieux que bien. Qu'est-ce qui s'était passé? Alors, quand je dis ça, quand je raconte ça, en général, les femmes disent, bah, elle souhaitait un enfant. Alors, réponse non, elle m'avait dit d'un ton sec, j'aurais dû faire attention, je n'ai aucun désir d'enfant. Les hommes, en général, disent, elle a trouvé un mec. Et non, elle l'avait déjà, il était assez sympathique, il l'accompagnait en consultation. Non, le bon Dieu lui avait envoyé une neuropathie aiguë hyperalgique. C'est-à-dire que le frottement du drap est insupportable, c'est des douleurs atroces, et on lui a dit, si vous voulez plus souffrir, il faut équilibrer votre diabète. Donc voilà, hein, un symptôme, et hop, aussitôt, elle équipe son diabète. Un malade qui a père d'un collègue, que je vois en consultation pareil, il y avait 2 services à l'époque d'endocrinologie, diabétologie à Pitié, il me dit, j'étais dans l'autre service il y a 2 mois, c'est la Gestapo. Ah bon? Je lui dis, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? 2 jeunes femmes sont rentrées en blouse blanche, elles m'ont dit insuline. Alors moi j'ai signé ma pancarte, je suis parti en courant. Donc je le vois, et pareil, il avait amélioré considérablement son diabète, le mot insuline avait suffi. La motivation, c'était éviter les piqûres d'insuline. C'est ça sa motivation. Du coup, je prends mes comprimés, je fais mon activité physique, etc. Et puis je vois également la mère d'un collègue qui m'avait préparé la liste des médicaments qu'elle prend. Et alors je commente. Je dis, ce médicament, là, pour la tension, est-ce qu'il vous fait tousser ou pas, etc. Cette statine, vous la prenez, vous l'oubliez. Oh, je l'oublie. Vous l'oubliez, vous la prenez pas. Oh, je la prends pas. Vous la prenez pas, vous l'avez jamais prise. Oh, je l'ai jamais prise. J'ouvre le dossier et je regarde son cholestérol, le LDL cholestérol, le mauvais, comme on dit, et je vois qu'il avait cessé de baisser. Alors je lui dis, ça, c'est pas mal, alors. Vous prenez pas le médicament et votre cholestérol baisse. Et elle me répond, oui docteur, j'avais tellement peur que vous en aperceviez que je faisais un régime de plus en plus sévère. Donc, sa motivation, ne pas se faire engueuler, enfin c'est pas gentil pour moi, mais ne pas se faire engueuler. Donc tout ça, c'est des motivations extrinsèques, puissantes, mais hyper fragiles. Hein, le pilote, lorsqu'il aura un traitement vraiment hypoglycémiant, ou s'il était un bagagiste, sa motivation. Bon. Celle qui a des douleurs aiguës, lorsqu'elle n'aura plus de douleurs, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que perdant son symptôme, elle va retrouver son trouble du comportement alimentaire? Celui qui va, le jour où il aura besoin d'insuline et qui va percevoir que la piqûre c'est bien moins pénible que de se contrôler,
alors que c'est 3 fois rien, est-ce qu'il va continuer à être aussi... Et puis la dame, maintenant, qui sait que je sais qu'elle ne prend pas sa statine, qu'est-ce qu'il va faire son cholestérol? Il va remonter? Bon, hein, donc vous voyez, la motivation intrinsèque, elle est puissante, et notre problème, c'est comment la favoriser. Alors, intégrer les projets de soins au projet de vie, aider le patient à juger son adhérence pour trouver le bon compromis, ce qui est réaliste, ce qui est faisable, et surtout permettre l'expression de son identité narrative, pour reprendre le terme employé par Paul Ricoeur, c'est lui permettre d'exprimer sur qui il est. Alors il y a souvent des médiations, groupes de parole, lettres à mon diabète, arbre du vécu, arbre de vie, et surtout le théâtre du vécu qui a été développé à Genève, que nous développons en Salpêtrière, et je crois qu'il est temps que je m'arrête. Juste un mot. Hannah Arendt, tous les chagrins sont supportables si on en fait un conte ou si on les raconte. Et Boris Cyrulnik, qui a mis 50 ans à raconter son histoire, précise: c'est difficile de s'adresser à quelqu'un pour expliquer ce que l'on a vécu, mais si on passe par le biais de l'œuvre d'art, par le détour du film, par la pièce de théâtre, vous devenez le tiers dont vous pouvez parler. Voilà. Un mot voilà, pour la conclusion. La route de Chartres des diabétiques. Notre but, c'est d'aider les patients à avancer sur ce que j'ai appelé la route de Chartres des diabétiques. Vous connaissez bien sûr le poème de Peggy, La route de Chartres. Alors il y a une espèce d'allégorie qu'on raconte. On dit que Peggy est en voiture, va à Chartres, et voit sur le bord de la route un type torse nu en train de casser des cailloux qui a l'air assez grognon. Il lui dit: qu'est-ce que vous faites? Vous ne voyez pas, je fais un métier stupide, je perds ma vie pour la gagner. Peggy remonte en voiture, fait un centre de kilomètres et voit un type à moi torse nu en train de casser des cailloux, mais qui a l'air moins gros. Il lui dit: qu'est-ce que vous faites? Il dit: oh, c'est pas un métier intéressant, mais enfin c'est en plein air. Et puis, ça me permet de gagner ma vie, j'élève ma famille. Il remonte en voiture, fait un centre de kilomètres et voit un troisième torse nu en train de casser le caillou. Il s'approche de lui, lui il a l'air au contraire épanoui. Qu'est-ce que vous faites? Il dit: comment? Vous n'êtes pas au courant? Je construis la cathédrale de Chartres. Donc l'idée est que la même chose, selon la représentation que vous en avez, peut être vécue comme une horreur ou au contraire une chance dans la vie. J'ai eu très peu de malades qui m'ont dit c'est une chance d'avoir du diabète, mais quand même. Voilà. Et donc un gros livre chez Odile Jacob avec psychologue, sociologue, patient. Les textes des patients sont les plus bouleversants. Médecins, philosophes, on a écrit un bouquin qui n'est pas très grand, qui est 800 pages, mais qui peut se lire. Hein. Et dedans, je cite ça seulement comme conclusion. L'ancien directeur général de la santé, hypertensiologue célèbre, raconte, il a écrit le chapitre sur le diagnostic, l'annonce du diagnostic. Il dit: quand j'étais interne, quand on annonçait l'hypertension artérielle, c'était des céphalées, des insuffisances cardiaques, des insuffisances rénales. Quand j'étais agrégé, l'hypertension artérielle, c'était un chiffre. On vous annonçait un chiffre. Je me suis posé le problème, comment annoncer la maladie d'Alzheimer, puisque c'est lui qui avait fait le plan Alzheimer sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Et il dit: comment on m'a annoncé à moi, écrit-il, mon cancer du pancréas, par téléphone. Et il dit à ce moment-là: vous voyez dans la passée du soir le vol des canards, vous entendez un coup de feu, et le canard mâle qui tombe comme une pierre, c'est vous, boule de plume ensanglantée, que sa femelle attendra en tournoyant dans le ciel. Voilà, merci. Bon, je vois Michel arriver, je ne sais pas combien de temps on va pouvoir se donner encore. Est-ce qu'on se dit au moins 10 minutes pour les questions? Voilà. Bon, c'est vrai qu'avec cette trilogie qui associe l'énergie, la diabétologie et l'humour, qui n'oublie pas de citer Albert Camus, Paul Ricoeur, Hannah Arendt, et même de terminer dans un avol poétique avec Peggy, il faut le faire. Hein. Voilà. Ouais. Bon, eh bien, alors, bravo encore une fois. Bon, vous avez maintenant la parole pour poser des questions. Il y en a une, au fond. C'est juste là. Attendez le micro. Non, mais je pense que c'est mieux, tout le monde vous entendra mieux comme ça. Bonjour, je voulais savoir la question, qu'est-ce que c'est que le théâtre du vécu? Alors, j'ai apporté ça de Genève. Jean-Philippe Assal est un diabétologue, maintenant très âgé, qui a fondé l'éducation thérapeutique à Genève en 1975.
Alors, le théâtre du vécu, de quoi s'agit-il? Le patient, on lui demande, alors ça se fait avec des équipes de professionnels, hein, metteurs en scène et comédiens. On lui demande, alors nous faisons, lui le fait, alors, il fait ça, Jean-Philippe Assal, dans le théâtre de Genève, théâtre de la ville, parce qu'il a un institut qui est financé par les joailliers suisses. Bon, ça aide. Moi, j'ai pas ça. Et donc, et puis je ne suis pas Jean-Philippe Assal. Donc nous, on fait ça dans le service, lorsque les patients viennent pour mise au point des traitements, éducation thérapeutique, des patients qui n'arrivent pas à se soigner. Et donc, le soir, le metteur en scène vient et leur demande d'écrire une page sur un point de vie, un moment de vie pour eux important, lié ou pas à la maladie, mais quelque chose d'important pour eux. Et il les aide à écrire, ils échangent, ça est fait de manière ludique, un atelier. C'est en fin d'après-midi. Ça prend 2 jours. Au 3e jour, viennent les comédiens. Et là, c'est pas un psychodrame, le malade, lui, il est le metteur en scène. C'est les comédiens qui vont jouer, prendre connaissance du texte, qui est souvent banal, hein, qui n'est pas un effet d'écriture, c'est pas du tout, on n'apprend pas au malade à jouer, à être comédien ou à être metteur en scène. Et le malade est associé au professionnel pour mettre en scène. Et ensuite, une fois que la scène est construite, ça va être joué. Le malade rejoint les spectateurs et c'est joué. Il faut en gros 1 heure pour construire la pièce et ensuite la jouer. Donc le malade, il est le sujet, il est l'auteur, il est le metteur en scène, puis il est le spectateur. Et quand il est le spectateur, c'est mon histoire et c'est plus moi. Et elle est partagée avec les autres. Et alors quand c'est très important, c'est quand il est metteur en scène, alors évidemment il n'est pas professionnel, donc il a de l'aide, mais il faut que ce soit fait avec tact, donc des metteurs en scène formés et des comédiens formés, pour respecter la volonté du patient, lui faire des propositions. Et il se prend au jeu du mise en scène. Non, non, pas cette musique-là, c'est trop triste, non, qu'une musique comme ça, ou parfois il se lève pour montrer comment il faut jouer. On avait une fois la fille d'un grand homme politique africain, dame agrégée de lettres par ailleurs et en boubou, dont le problème était, ce que je vous dis, les lois du deuil, elle n'arrive pas à se soigner, mais elle n'arrive pas non plus à surmonter le deuil de son fils. Et alors elle fait jouer ça, une cérémonie, et un des comédiens présentait le fils. Et à un moment, la dame se lève et dit « Non, c'est pas comme ça !» Elle se lève et elle montre, et elle va, elle dit comme ça, elle caresse les cheveux du comédien, c'est comme ça qu'il faut le jouer. Voilà. Donc, ça permet de, en gros, l'idée, c'est de prendre distance. Par ailleurs, c'est une école d'empathie, parce que tous, nous, les soignants qui assistons, et les autres patients, comme au théâtre, on s'identifie. On est pris dans l'émotion. Donc, il y a beaucoup de pleurs, mais qui sont des pleurs de libération, de remerciement, c'est important. Alors, je pourrais vous en raconter quelques-unes, si vous voulez. Une de mes malades se souvient souvent, alors, 2 fois sur 3, le thème est l'annonce du diagnostic. 2 fois sur 3, l'annonce du diagnostic. Une malade raconte qu'elle était diabétique ancienne, par ailleurs alcoolique, a une vie dramatique. Elle raconte son arrivée où on envoyait les enfants au Croc du Roi pendant 1 mois quand c'était diabétique. Et elle dit, j'arrive et je vois le soleil qui se couche sur la plage, je descends, tout d'un coup arrive un bolide. Je m'appelle Destor, je suis le roi de la polio. Et toi, qu'est-ce que tu fous là? T'es à la verticale, t'as tes 2 bras, t'as tes 2 jambes. Et toi, c'est quoi ton truc? Je suis diabétique. C'est diabolique ton truc. Mais toi, avec... Pas du tout, moi je suis champion de la chaise à roulettes. Mais toi, loulou, t'es belle. Ça se voit pas que tu souffres. Bon, voilà. Donc c'est joué, tout ça fait. Et ça permet de remonter. Alors évidemment, est-ce que tout le monde en a besoin? Non. Il y a 50% des diabétiques qui gèrent leur maladie avec ce qu'on a expliqué, etc. Puis il y a 25% où c'est intermédiaire, puis il y a 25% où il faudrait consacrer notre temps pour qu'ils n'aillent pas à la dialyse et à la greffe un pancréas. Bon. Or, notre système, pour revenir à l'hôpital industrie, entreprise, c'est que tout doit être standardisé dans un temps donné, alors qu'on voudrait passer beaucoup de temps avec les patients qui en ont besoin, et pas de temps du tout avec les autres, ils envoient une carte, ils envoient leurs résultats, tout va bien, à condition qu'ils aient appris à se soigner. Ben voilà, le théâtre du vécu, il faut en parler longtemps. Une autre question? Oui.
la fumeuse sur le trottoir qui est descendue de son bureau pour fumer ses cigarettes. Je lui dis, fumais-tu? Elle me dit, j'en ai besoin. Alors, est-ce que ce qui est inscrit sur les paquets de cigarettes, qui représente des millions, on ne pourrait pas, par analogie avec votre éradication de l'homéopathie, transformer la phrase et dire vous mourrez pas, vous mourrez quand même sur les paquets de cigarettes. Le malade qui fait rien et qui vient quand même vous voir, et qui a toujours un comportement dramatique et des résultats dramatiques. Alors, le médecin habituellement formé dit « c'est mon devoir de lui rappeler que c'est un comportement suicidaire de la mort. Hein ». Ce que veut dire un malade une fois qui arrive quasiment essoufflé. Il me dit « votre collègue de l'autre hôpital, là, il est terrible. Hein. Il a regardé mes examens, il m'a dit « votre cholestérol n'est pas bon, votre diabète est mal équilibré, vous avez une tension élevée, vous êtes à risque de mort subite. » Alors, voilà, donc l'attitude, c'est contraire, c'est de dire « alors que vous savez, pourquoi vous ne faites pas ? Comment je peux vous aider? Est-ce que je peux vous aider ?» Donc là, si vous voyez, on se voit souvent, mais je vois que je ne vous sers à rien. Et le malade, c'est un être humain, il se retrouve, mais docteur, pas du tout, vous êtes très utile. C'est lui qui veut vous faire quelque chose. Bon. Donc, il faut renverser la relation. C'est-à-dire que, évidemment, le tabac, bah, c'est une drogue dure, le tabac. Donc, on ne peut pas le quitter comme ça. Et notamment, si, quand vous arrêtez, vous rentrez en dépression, ou si vous êtes une femme et que vous prenez 15 kilos, vous dites, je reprends. Vous dites, je reprends. C'est pas idiot. Et si je suis tellement malade, quand je fais les doses d'insuline, j'ai l'impression que j'ai les joues qui gonflent, que je prends 1 kilo, je suis tellement mal. Vous pouvez pas lui dire, bah, restez mal, madame. Vous mourrez en bonne santé. Je lui dis, bah, c'est tellement mal, qu'est-ce que je peux faire? Comment on peut faire? Comment on peut faire pour en sortir? Et puis, donc, on sait aussi qu'on n'en sortira pas complètement. Donc, nous sommes des spécialistes de l'échec. Alors que notre formation, c'est la raison nous mène à la guérison. Ah ouais, mais avec ça, c'est bon pour les chirurgiens, mais c'est pas bon pour nous. Hein, je dis à un collègue chirurgien, vous êtes des spécialistes du succès, nous on est des spécialistes de l'échec. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider d'arrêter de fumer? Comment vous aider d'arrêter de fumer? L'heure s'avance et on va passer à la conférence suivante. Merci beaucoup. Merci encore une fois.